donc l'intervention des historiens en particulier. Mais avant, je voudrais donner la parole à M. Pierre Mansa, qui est le président de l'association. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités universitaires, académiques, de recherche, des autorités locales, des autorités politiques, merci de cet accueil à la délégation Joseph et Maurice Audin. Je ne suis ni historien ni maîtreux, mais je voudrais peut-être, pour expliquer encore un peu plus le sens de la démarche de la délégation, vous dire d'où elle vient et quels sont ses objectifs. Au début des années 2000, en France, un mouvement se lève dans les journaux, dans le monde, dans l'humanité, autour de la question de la torture, par des articles de Florence Baugé, où l'humanité publie l'appel des 12 contre la torture, et ça relance une dynamique politique et citoyenne autour de la guerre d'Algérie et de l'utilisation de la torture. Dans cette foulée, à Paris est créé, avec les anciens du comité Audin de la fin des années 50, un comité pour une rue Audin à Paris, avec Pierre Vidal-Naquet, Laurent Schwartz, Madeleine Robert-Liou, Josette Audin, bien sûr, et bien d'autres, qui aboutit à l'inauguration d'une place Maurice Audin dans le 5e arrondissement, dans le quartier latin. Et dans cette foulée, Gérard Cronel, un mathématicien qui était tout jeune dans le comité Audin, qui avait des liens très forts avec les mathématiciens algériens, propose de créer une association dédiée à la remise d'un prix de mathématiques Audin, avec cette belle idée que rappelait Pierre, de décerner à un mathématicien ou une mathématicienne travaillant en Algérie, un mathématicien ou une mathématicienne travaillant en France. Donc depuis 2004, ce prix a été remis avec la collaboration de la Direction générale de la recherche scientifique, et d'abord tous les ans, puis après tous les 2 ans, parce que c'était peut-être un peu compliqué. Et donc c'est assez formidable que les mathématiciens qui se sont engagés très tôt dans le combat pour les libertés, pour la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, pour la torture de façon générale dans le monde, et ça continue. Il y a beaucoup de comités de mathématiciens qui luttent pour la libération de mathématiciens emprisonnés dans des pays dictatoriaux. Et donc les mathématiciens jettent un pont entre les peuples français et les peuples algériens. Et donc, dans cette logique, l'association s'est développée autour de thématiques beaucoup plus larges. Le combat pour la vérité, bien sûr, sur l'assassinat de Maurice Audin, mais aussi la vérité sur l'assassinat de tous les disparus de la guerre d'Algérie, la vérité sur les crimes commis et l'injustice commis par la puissance coloniale sur le peuple algérien. Et à partir de là, bien sûr, l'ouverture des archives publiques, des archives privées, des archives privatisées, puisque certains sont partis, par exemple, de l'armée française en emportant leurs archives militaires. Ce combat est extrêmement important, et donc on s'est inscrit à partir de 2015 surtout dans des actions plus générales de reconnaissance, de progrès de la vérité sur la colonisation et la guerre coloniale, avec les participations aux manifestations autour du 17 octobre, la création, la réalisation, ce qui est assez peu connu, d'un cénotaphe Maurice Audin au cimetière parisien du Père-Lachaise. Un cénotaphe, c'est un monument funéraire qui ne renferme pas de dépouilles. C'est le seul monument en France dédié à un combattant de l'indépendance algérienne, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, tous les 11 juin, l'association organise une cérémonie, la date anniversaire de la disparition de Maurice Audin, une cérémonie autour de ce cénotaphe au cimetière parisien du Père-Lachaise. Et donc, voyant approcher l'année d'anniversaire de l'indépendance, on s'est dit qu'est-ce que l'association peut faire de plus pour développer son combat. Et il a semblé évident qu'il fallait aller en Algérie pour nouer encore plus, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont déjà, comme Gilles ou Alain, qui ont déjà des liens importants avec, ou des amis de l'association comme Sylvie Thénault, Raphaël Branche, ont déjà des liens importants avec les historiens algériens. Et on s'est dit que c'était une belle occasion de se déplacer, de pouvoir dire ce qu'une association française faisait pour essayer de faire avancer la vérité et approfondir les relations
de fraternité, de solidarité entre les peuples français et les peuples algériens. Et puis ça s'est rencontré un peu avec l'affaire du passeport. Pierre Audin, algérien depuis plusieurs dizaines d'années, depuis, je sais plus, depuis 65 ans, 63 ans, s'est vu reconnaître la nationalité algérienne par un décret du président et a obtenu enfin, après des années, son passeport algérien. Et donc ça a boosté cette envie de délégation d'Algérie, puisque Pierre pouvait, pour la première fois, il venait souvent d'Algérie, et pour la première fois, il pouvait venir avec son passeport algérien dans son pays. Donc voilà ce qui nous a emmenés. Et je terminerai en disant que on est l'accueil, grâce au ministère de la Recherche scientifique et de toutes les autorités, l'accueil est au-delà de nos espérances. C'est-à-dire que nous rencontrons une émotion considérable de la part de tous les milieux, bien sûr des mathématiciens, mais de la part d'intellectuels. Nous avons fait hier des rencontres avec des moudjahidat, avec des femmes, des militantes femmes, avec des intellectuels, des journalistes, des écrivains. L'enthousiasme est considérable autour de cette visite et c'est extrêmement prometteur pour la suite. Et donc la suite, ça pourrait être, bien sûr, ce que vous avez fait parvenir sur l'approfondissement en matière de mathématiques. Il y a des développements là qui s'annoncent extrêmement fructueux. Et en matière d'histoire, peut-être que l'on pourrait réfléchir un peu à comment faire avancer l'affaire de façon très concrète. Il y a bien sûr d'abord l'affaire d'ouverture des archives. Les Algériens mènent leur politique dans ce domaine. Une délégation française n'a rien à dire à ce sujet, mais elle continuera en France à lutter pour l'ouverture des archives complètes. Il y a eu grand progrès qui a été fait, mais il reste encore des pans entiers d'archives, des archives, Christophe Lafaille nous a parlé, des archives sur les armes chimiques, sur les armes nucléaires, sur d'autres éléments, le renseignement, les services de renseignement, donc qui ont joué un rôle évidemment très important dans la guerre d'Algérie. Donc la bagarre pour l'ouverture des archives continue, c'est extrêmement important, mais aussi peut-être qu'il faudrait faire avancer conjointement des choses comme par exemple l'obtention des visas. C'était un problème déjà de rapport de visa entre nos deux pays, et pour des historiens, des chercheurs algériens et français puissent beaucoup plus facilement voyager d'un pays à l'autre, travailler ensemble sur des sujets communs, et peut-être avec des moyens financiers qui permettent aussi ces relations, cet approfondissement de relations, puisque venir en France, venir en Algérie, ça représente des sommes que parfois les laboratoires, les universités ou les écoles n'ont pas les moyens de financer. Donc ça pourrait être une piste de la prochaine période, ouverture des archives et construction commune de programmes de recherche, d'approfondissement de recherche. Et puis nous avons également d'autres demandes à faire avancer, notamment autour de la c'est Gilles peut-être qui va parler de Milo.org, mais autour du travail, autour de la recherche des charniers, de l'identification, qui nécessite des moyens extrêmement importants et approfondis, et ça pourrait être aussi un sujet de partenariat, mais là pas un titre associatif, mais qui impliquerait les deux États, et nous pourrions peut-être agir dans ce sens pour que la France et l'Algérie fassent conjuguer leurs forces pour arriver à avancer dans ce domaine. Voilà, vous remercie encore une fois de la qualité. Merci, M. Monsard. Merci de me donner la parole. Bienvenue à tous nos amis et collègues qui sont présents dans la salle. Bienvenue, bien entendu, à nos amis qui sont venus de France. Ce que je voulais dire un certain nombre de choses. Je les résumerai en 2 ou 3 points. Voilà, rapidement. Tout d'abord, il a été question des disparus. Il faut dire que ce problème des disparus est épineux, notamment pour les familles qui ont subi l'opprobre et qui n'ont pas pu encore faire leur deuil.
Ces disparus, on avait comptabilisé, le secrétaire général de la préfecture d'Alger, qui était à l'époque quelqu'un de très courageux et qui avait démissionné, avait donné le titre de plus de 3000 disparus. Mais ça n'est que la tête de l'iceberg. Il faut aller chercher à l'échelle du territoire, là où on n'a pas de chiffres, où on n'a pas de données, où la presse n'était pas présente. Il y a un gouffre qu'il va falloir explorer. Dans ce bilan, il n'y a pas seulement la question des disparus. Il y a d'autres questions. On a parlé un petit peu des enfumades. Vous savez, on a cité la première enfumade du Dahra le 19 juin 1845. Plus d'un millier de personnes, tribus entières, avec les familles et les troupeaux qui ont été enfumés. Et ce n'est pas le seul cas. La question des enfumades est revenue à l'ordre du jour pendant la guerre de libération. Et on sait qu'il en a été fait usage encore contre les troupes de l'armée de libération nationale. Et il y a eu aussi le napalm. Alain Rouchiot, qui est ici, pourra nous dire que l'expérimentation s'était déjà faite au Vietnam, pour la guerre du Vietnam. Le napalm. Il y a les essais nucléaires. Il y a énormément de choses. On parle beaucoup des massacres de juillet 1945, et en signalant quand même que tout un arsenal de guerre avait été mobilisé, puisque la marine avait bombardé les côtes, puisque l'aviation était intervenue. Il y a énormément de choses qui se sont passées. D'autant plus que le contentieux ne remonte pas à 1954, mais il remonte à 1830. C'est important de situer l'agenda, sinon on passe à côté de la plaque. Ce qu'il faudra noter aussi, c'est que la colonisation de l'Algérie a été particulière. En fait, pour aller vite, pour schématiser, il y a eu deux grandes phases de colonisation. Une première phase, à l'échelle internationale, qu'on peut situer entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et qui a été une sorte de colonisation dite mercantiliste et accompagnée du peuplement. Une colonisation de peuplement. À partir de la fin du XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a eu autre chose. Au XXe siècle, ça a été surtout des colonisations d'exploitation. Pour des raisons diverses, et notamment parce que la révolution industrielle a été déclenchée en France et que toute cette population en Europe, et que toute la population campagnarde qui était dirigée vers les colonies était réorientée vers l'industrie. Pour le cas de la France, c'est un peu spécial parce qu'il y a très peu d'émigration de personnes pour des raisons inhérentes à la géographie de la France et aussi à la Révolution française. On ne s'attardera pas là-dessus. La colonisation d'Algérie se situe entre ces deux périodes. Elle relève à la fois de la première phase et de la deuxième phase. En 1830, la révolution industrielle n'était pas encore enclenchée. Donc ça relevait d'une colonisation de peuplement. Les Français n'émigraient pas beaucoup. On a fait appel massivement dans la Méditerranée. Beaucoup de migrants sont venus des différents coins de la Méditerranée. Il y a ce cachet. Et puis, la colonisation d'Algérie chevauche aussi la deuxième phase, qui est beaucoup plus une colonie d'exploitation, une colonisation d'exploitation qui a fait que le type de colonisation plus tardif qui va apparaître au Maroc et en Tunisie sera nettement différent et qui prendra la forme du protectorat. C'est un peu partout le cas pour ce genre de colonisation. C'est à peu près le cas, parce qu'on ne peut pas toujours généraliser. Ceci dit, la colonisation française est très compliquée, elle est jacobine, et vous allez remarquer que même au Maroc et en Tunisie, qui étaient pourtant des protectorats avec des clauses de souveraineté,
on va doubler l'administration locale par l'administration française, le service civil, le contrôle civil. Et ça, c'est une des particularités de la colonisation française par rapport à d'autres types de colonisation. Dernier point, enfin, que je voudrais aborder ici, c'est les rapports de mémoire qui se posent entre la France et l'Algérie. Ils continuent de se poser, ils continueront de se poser pendant longtemps encore. C'est des questions de mémoire qui n'ont pas été, qui sont toujours à l'ordre du jour. On a parlé des disparus, on a parlé des archives, on a parlé des problèmes d'enseignement, d'éducation, etc. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que le passif est tel que l'Algérie fait partie de la politique intérieure française, qu'on le veuille ou non. C'est un enjeu de taille. Il n'y a qu'à suivre un petit peu les périodes électorales qui se déroulent en France. Et la France fait partie, constitue un enjeu, le rapport à la France constitue un enjeu en Algérie de la politique intérieure algérienne aussi. Donc ce sont des choses qui continueront pendant longtemps. Et le problème, c'est d'arriver à assainir. Et c'est là qu'intervient le rôle des historiens, qui font un travail au long cours, dont l'impact n'est pas toujours immédiat, mais qui n'en est pas moins présent. Et de ce point de vue-là, nous pouvons que nous féliciter de nos rapports avec une grande partie des historiens français. Donc, les historiens français, les historiens algériens, et certains sont dans cette salle, et nous sommes heureux d'avoir de tels vis-à-vis, des historiens professionnels. Et ceci aura un impact sur la longue durée, et effectivement le rôle des associations aussi, qui est très important. Je le citerai ici, bien sûr, nous avons l'association Josette et Maurice Audin, mais nous avons aussi le site Histoire coloniale et postcoloniale, animé par nos amis qui sont ici aussi, qui jouent un rôle extrêmement important. Donc c'est un travail sur la longue durée et qui permettra d'apaiser les mémoires à la longue. Évidemment, il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient créées, et fondamentalement, plus fondamentalement, la question qui reste à l'ordre du jour et qui ne dépendra pas seulement des rapports entre la France et l'Algérie, c'est la question lancinante des rapports nord-sud de la planète. Des rapports de domination qui font que nous vivons toujours la période coloniale sous une autre forme. Et des forces par le monde actives pour dépasser cet état de fait et ouvrir d'autres perspectives. Et c'est ce qui peut prêter à optimisme. Voilà, je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que le travail qui est engagé est un travail qui va nous prendre encore beaucoup de temps et qui remonte à loin aussi. Et je suis particulièrement heureux de retrouver ici, lors de cette rencontre, mon collègue et ami Hassan Remaoun, avec qui, il y a 30 ans, nous le rappelions tout à l'heure, il y a 30 ans, pour les 30 ans de l'indépendance de l'Algérie, nous avions organisé différentes rencontres et nous avons fait différentes publications dans ce livre, D'une rive à l'autre, la guerre d'Algérie, de la mémoire à l'histoire, dont vous avez quelques exemplaires ici, ceux qui sont intéressés d'ailleurs. Voilà, c'est un long combat et il va encore durer longtemps. Alors quelques mots, mais brièvement, parce qu'on a peu de temps et qu'il y a notamment une question qui va nous prendre un peu plus de temps, c'est l'exposé sur la guerre des grottes, parce que là c'est vraiment une question nouvellement abordée du point de vue historiographique, du point de vue de l'écriture de l'histoire. La guerre des grottes pratiquée par l'armée française pendant la guerre d'indépendance nationale algérienne. Donc on va laisser un peu plus de temps au collègue qui en parlera. Donc le plus rapidement possible, je voulais donner à propos de 1000 autres quelques explications complémentaires. Alors vous avez le site
qui se trouve derrière moi, donc c'est la page d'accueil. Alors il faut que j'aille, je crois, à la tribune, et on va me montrer comment se déplacer dans le site. Il y a un micro là-bas. Donc, vous avez ici la page d'accueil, mais ce site a été fait par un collègue. Il va nous l'expliquer lui-même dans un petit film très bref qu'on va passer après ma très brève aussi explication sur ce site qui s'appelle Fabrice Riceputi, qu'on va voir nous expliquer l'affaire. Et il a été créé lorsqu'il a découvert aux archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence un fichier, ou un morceau de fichier plus exactement, qui était constitué des demandes des familles d'avoir des renseignements sur la disparition d'un de leurs proches. Donc c'était des familles qui n'étaient souvent pas directement impliquées dans des luttes politiques et qui avaient été confrontées à des enlèvements suivis de tortures et de disparitions. Alors, ici, vous avez les portraits, mais ces portraits, on ne les avait pas. Ce n'est pas dans les archives que le collègue les a trouvés. C'est des familles algériennes, algéroises, pour la plupart, qui ont envoyé ces éléments-là. Voilà, alors, je vais descendre sur la page d'accueil. On a un appel à témoignage qui est écrit en français et en arabe, et on demande aux familles d'envoyer les quelques renseignements qu'ils ont, ou les quelques photographies qu'ils ont, sur les cas d'enlèvement suivis de disparition de certains de leurs proches pendant cette période. On s'est limité d'abord à la bataille d'Alger, donc le premier semestre 1957, janvier, juillet en gros, 57, mais il y a des demandes qui émanent de tout le pays et de toute la période de la guerre, concernant des disparitions. Donc, il va falloir peut-être qu'on évolue vers un centre de ressources sur les disparus algériens de toute la guerre du fait des forces de l'ordre françaises. Alors, voilà quelques exemples. On pourrait, au hasard, taper sur l'un des portraits donc envoyés par les familles, pour ce qui est des portraits, ou parfois trouvés dans la presse, mais c'est rare, parce qu'il y a eu des demandes quand même à l'indépendance de l'Algérie en 62, dans la presse, il y a eu des demandes, en particulier dans Le Peuple, et dans les journaux qui paraissaient à cette époque-là, des demandes avec des avis de recherche, quoi. Des familles qui disaient ils sont peut-être pas morts, ils sont peut-être quelque part. Et donc, quelquefois il y avait des photos. Donc on a repris tout ça, on a fait une espèce de base de données, mais qui est encore embryonnaire. Et on reçoit d'autres demandes, et le collègue Fabrice Riceputi, il a trouvé d'autres éléments encore aux archives d'Aix-en-Provence, ce qu'on appelle les annales. Alors je vous donne un exemple. Si je clique sur... j'ai pas l'habitude de cet appareil, mais enfin, on va peut-être y arriver quand même. On devrait pouvoir ouvrir l'un de ces cas en cliquant sur le nom. Voilà. Alors, au hasard, monsieur Maouchi, et donc Amar, 30 ans, commerçant, maison carrée, enlevé, déclaré abattu dans une tentative de fuite. On connaît la chanson, puisqu'on l'a répété à propos de Maurice Audin, qui se serait enfui, alors que c'était une fabrication. Alors voilà ce que les familles nous ont envoyé, des photos, des documents, des quelques pièces qu'ils ont trouvées, et là, je vous ai dit, c'est vraiment au hasard que j'ai cliqué sur ce nom-là. Il y en a un millier, plus d'un millier maintenant même, et on a d'autres données qui sont à rentrer dans cette base de données, etc. Alors, je m'arrête là, et
on a un tout petit film qui montre les interventions des 2 historiens qui travaillent sur ce site et sur ce dossier, Fabrice Riceputi et Malika Rahal. Et donc, on va demander à la technique de bien vouloir nous projeter ce petit film qui dure 4 minutes, hein, c'est pas bien long. Il est sur le disque dur, je crois, de l'ordinateur. Mais je vous laisse faire la manipulation. Merci à vous. Après le 7 janvier 1957, date du transfert des pouvoirs de police au général Massu, la préfecture d'Alger, le ministre Robert Lacoste, le procureur général Jean Reliquet, les autorités militaires sont destinataires de très nombreux signalements de disparitions inquiétantes adressés par des avocats, des familles. Ces derniers connaissent parfaitement les auteurs de l'enlèvement, ce sont la plupart du temps des militaires, toujours des forces de l'ordre, mais ils sont inquiets de rester sans aucune nouvelle de leurs proches, alors que tout le monde sait à Alger qu'on pratique la torture et les disparitions forcées dans des dizaines de lieux plus ou moins clandestins. Durant les 2 premiers mois, 500 signalements sont collectés. Selon son dernier bilan statistique conservé, pas moins de 2039 ont été signalés à la préfecture d'Alger à la fin de 1958, la plupart concernant manifestement des arrestations opérées en 1957. Malheureusement, seuls les 850 premiers signalements au SLNA sont conservés aux annales. Ces 850 fiches constituent donc le corpus de base de 1000 autres, et elles ne sont pas, nous l'avons soigneusement souligné sur la page d'accueil, une liste de disparitions définitives. Que sont devenues ces personnes après leur arrestation? C'est la question que pose très clairement le site, qui est donc un instrument de recherche au sens le plus élémentaire du terme. Il s'ouvre sur un appel à témoignages qui est en arabe et en français. Les personnes qui souhaitent apporter un témoignage peuvent le faire. Elles peuvent recourir à un menu déroulant qui déroule à environ 1100 noms actuellement. Les gens peuvent aussi faire des commentaires. On peut les lire. Donc, c'est un instrument de recherche qui est entièrement public. Alors, que sont devenues ces personnes après leur arrestation? Dans quelques cas, nous savons déjà quel fut leur sort. Qu'elles ont été libérées, le plus souvent après interrogatoire sous la torture suivi d'une détention, ou qu'elles ont disparu définitivement. C'est le cas de Maurice Audin, Henri Allais, qui furent très vite signalés au SLNA par leurs épouses, ou par exemple de Jamila Bouirel, qui est signalée par Maître Vergès. Mais dans la plupart des cas, nous avons affaire dans la plupart des cas à des inconnus. Tout au moins des inconnus dans les journaux de l'époque, dans les livres d'histoire. Et seuls leurs proches et descendants peuvent les identifier. D'où la nécessité de cet appel à témoignage. Une des grosses difficultés de cette question de la disparition, et on l'a entendu aussi dans d'autres interventions, c'est le fait qu'il y a quand même un éparpillement des sources possibles et une diversité de types de sources quand même très, très importants, des archives administratives aux témoignages, ceux des anciens combattants, ceux d'autres militaires, ceux des militants ou des victimes, des archives un peu ou des traces un peu fortuites, des messages qui peuvent nous être envoyés quand on est historien, des histoires racontées, des échanges donc informels, tout ça produit de l'archive vraiment dispersée et diverse. Or, le site Nilautre, avant d'être un site, est en fait d'abord une base de données. C'est quoi une base de données? C'est quelque chose qui nous fournit le cadre permettant d'intégrer des informations qui sont de nature extrêmement différente et de conserver les sources d'origine. Toutes ces petites bribes
d'informations dont auparavant on ne savait pas trop quoi faire, parce que si vous trouvez qu'un nom, ou qu'une date, ou qu'un événement, qu'est-ce que vous allez le faire, qu'est-ce que vous allez en faire, où vous allez le mettre? Là, vous avez une base de données dans laquelle vous pouvez intégrer cette information pour qu'elle soit mise côte à côte avec d'autres, pour progressivement enrichir une masse de savoir de façon cumulative. Et du coup, avec ces informations, malgré tout, on peut commencer à faire de l'histoire. Voilà. Et d'ores et déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on a un matériau qui nous promet une histoire dont les acteurs ne sont pas absents, où ils sont intégrés dans leur famille, dans leurs milieux sociaux. Une histoire dans laquelle les victimes de la répression ne sont pas que des victimes, mais sont aussi de véritables acteurs, où on peut dessiner des solidarités, des résistances, où on peut dessiner aussi des résiliences et comprendre comment elles ont été transmises d'une génération à l'autre avec les exigences du présent. Et je vous remercie. Merci Marie-Caral. Pour dire vrai, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vrai, c'est ces rapports, j'ai presque envie de dire ce conflit qu'il y a chez nous entre les travaux qui s'appuient sur les mémoires, donc la mémoire en réalité, et l'histoire. Il se trouve que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, un peu plus, une trentaine d'années, seulement, à travailler sur la guerre de libération nationale. Ça signifie, et j'ai commencé par travailler sur, évidemment, le début, à savoir le 1er novembre. Et le deuxième texte que j'ai fait, ça c'est pour me situer par rapport à... Parce que presque tout s'est fait ici, au CRAS. Et la deuxième date qui m'a tout de suite intéressé, c'était la fin. Donc le début et la fin de la guerre, comment que ça s'est fait, mais pas d'une manière générale, en prenant pour terrain, d'abord et avant tout, à Oran et la région d'Oran. Bon. Maintenant, ça fait bientôt 20 ans que je suis à Alger, et je suis content d'avoir fait ce petit travail, parce que ce que j'entends avec mes collègues d'Alger et dans les conférences qui sont données à droite et à gauche sur la guerre de libération me montre qu'il y a un énorme travail à faire. Il y a un énorme travail à faire. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ce que je fais. Je regarde mon nombril et je parle de ce qui s'est passé le 1er novembre et je parle de ce qui s'est passé, ce que je crois s'est passé le 5 juillet. Sauf que la contradiction qui m'est très très vite apparue, c'est que depuis 1992, mon premier texte, sur le 1er novembre, je l'ai publié à Tunis, je l'ai présenté à Tunis en 1993. Là, évidemment, j'étais dans un champ tranquille. En face de moi, un peu de tout, mais enfin, j'étais tranquille. Et je n'avais pas encore vu que la mémoire des Moudjahidines, je ne parle pas de la mémoire officielle, a commencé facilement mais durement à imposer sa règle à tous les historiens qui ont essayé de travailler sur cette période. Alors, c'est pas toujours évident ce que je dis. Et ça s'est prouvé par, pour moi, par ce qui s'est passé à Oran le 5 juillet. Il ne s'est rien passé à Oran le 5 juillet, puisqu'on n'en parle pas. Puisque ça fait partie de ces journées portées disparues. Et ce n'est pas suffisant comme explication.
moi-même, c'était en tant que lycéen que j'ai entendu ma prof d'anglais nous dire voilà, oui, le 5 juillet, 5 ou 6 ans, voilà ce qui s'est passé. Mais enfin, après, tout s'est arrangé. Hein, tout... Bon, puis je suis rentré dans une case dans la tête, et puis j'ai oublié, comme tout le monde, ici à Oran, on a constaté, mon collègue Prada et moi, que personne ne parlait de cette journée. On s'est dit qu'à la fin, il y a probablement des problèmes. Or, autant on se souvient des actions de l'OAS, c'est clair, jamais on ne réussira à nous convaincre que l'OAS représentait les Européens et que l'OAS avait une vision politique de l'histoire. C'est une bande d'assassins. C'est pour ça que je n'ai pas aimé une sorte de texte qui est paru en France mettant en parallèle l'OAS et le FLN. Je crois pas, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est pas parce que je suis algérien que je le dis. J'espère que c'est parce que c'est mon travail qui m'a conduit à dire que des fachos, une bande d'assassins, ne peut pas être mise au même niveau que des gens qui se battent pour la libération de leur pays. Et en réalité, c'est pour je coupe. Je suis arrivé à une question qui s'est posée en 1992, qui s'est posée en 2012 et qui se pose, à mon humble avis, encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut écrire enfin l'histoire de la guerre de libération nationale? C'est la question de l'historicité de ces événements. Bien sûr que ma réponse est peut-être due au découragement, parce que je suis en train de tout abandonner, peut-être aussi. Hein, la réponse est négative. Même aujourd'hui, en 2022, il y a des choses qu'on ne peut pas encore, sur lesquelles on ne peut pas encore se pencher. Et c'est là, retour de manivelle, c'est là que les mémoires des Moudjahidines deviennent essentielles, puisque au nom du grand risque de la fitna, comment on traduirait la fitna? La guerre civile. Discorde. Je ne sais pas si c'est une discorde, hein, c'est plus qu'une discorde. Eh bien, on a assisté ces dernières années à la fermeture des archives. Non pas seulement ici à Oran, mais à Alger, à Constantine, un peu moins à Constantine, il y a toujours des gens bien à Constantine. Un peu partout ailleurs. Oui, j'ai la brosse à mes amis de Constantine, et donc, finalement, en tournant les pages des mémoires des Moudjahidines, j'ai découvert qu'on pouvait travailler. Comme je suis convaincu qu'il n'y a pas de vérité historique, donc je me suis dit on peut avancer dans la connaissance de notre passé et notamment de cette grande période. Et les historiens ont fort à faire. D'abord, parce que l'essentiel est écrit en français et que la langue française a disparu des départements d'histoire. Non pas qu'ils ne savent pas lire le français, ils savent le lire, seulement lire ce qu'a pu écrire. Bon, je ne vais pas aller trop loin là-dedans. C'est très difficile. Oui, le monde. Je sais ce que je dis. Enfin, j'espère. Le deuxième grand problème, donc le deuxième grand problème que nous avons, c'est une réalité. La production française sur l'histoire, l'écart qu'il y a entre la production française et la production nationale, algérienne, est tellement énorme que finalement nos étudiants et nos historiens n'arrivent pas à avoir, déjà, n'ont pas accès à la langue, c'est vrai, ils sont obligés d'aller à Aix, c'est vrai, mais tous les livres ne rentrent pas.
dans ma petite expérience professionnelle, j'ai remarqué qu'on faisait plus facilement venir les livres du colonel Untel et du général Untel que les livres des historiens. Tout à l'heure, on nous a montré un livre, celui de Hassan et de Gilles, hein, et ça fait 30 ans. Combien d'exemplaires se sont vendus en Algérie? Le calcul est vite fait, 0. Parce que tout simplement, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré parce que ceux qui décident d'eux n'ont même pas fait, ne l'ont pas fait rentrer et n'ont même pas fait l'effort de trouver un éditeur. Là, je suis gentil avec les éditeurs, parce qu'en général, c'est le contraire qui devrait se faire. Par contre, et ça c'est l'expérience personnelle, j'ai vu, oui, défiler les généraux et les officiers. Donc ce décalage finit par expliquer les sortes de blocages dans les débats éventuels entre les jeunes historiens algériens et les jeunes historiens français, si tant est que le débat il y a eu un jour. Notre génération a eu des rencontres avec la plupart des grands historiens français et moins grands, hein, c'est-à-dire avec le prof, ensuite d'abord, oui, le grand prof, Ageron, Charles-André Julien, Ageron, Galissot, et ensuite ceux qui sont venus après Stora, et ceux qui sont venus après Sylvie Thénault et Raphaël Branche, etc. Bon, là j'arrête la liste. Heureusement que j'ai rencontré un jour Alain Ruscio, 2 fois. Il a oublié peut-être? Non, mais une fois je ne me rappelle pas, mais on s'est rencontrés. Ah ben oui, à Paris, une fois. Et la deuxième fois, ça m'intéresse. J'achète ses livres, sauf un que je trouve plus. Et pour ne pas aller plus loin, tous ces blocages ont eu quand même un effet plus que négatif dans notre université. C'est la non-assimilation de nouvelles méthodes historiques, telles qu'elles soient françaises ou américaines ou anglaises. Il y a une coupure dans l'apprentissage de la méthode de l'histoire entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe chez nous. Je ne vais pas aller plus loin. Bien. C'est pour ça que, sans faire exprès, je ne suis pas plus intelligent que ça, en ayant travaillé sur le 1er novembre, relativement à partir des archives, puisqu'elles sont toujours fermées. Mais bon, je ne revendique même pas le droit pour un archiviste d'aller voir ce qui se passe dans les archives quand il a la garde, parce que c'est interdit pour moi comme pour les autres. Mais je sais qu'elles existent. Mais je ne suis pas, franchement, je ne suis pas allé les voir. Par contre, je me suis dit, j'ai compris, grâce aux Moudjahidines qui ont écrit, et même ceux qui n'ont pas participé au 1er novembre, là je cite tout de suite Youssef Ben Khedal, futur, il n'a pas participé, il n'était pas au courant, je dirais même plus qu'il était contre le 1er novembre, et c'est comme ça que je découvre au moins cette idée que tout le peuple algérien s'est levé comme un seul homme le 1er novembre. Oui, c'est bien on va raconter le soir au coin du feu à nos enfants, mais en réalité, je peux dire que l'essentiel de la classe politique algérienne de 1954 était à dénoncer le 1er novembre. Non pas qu'ils étaient contre la lutte armée, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Personnellement, j'ai appris. Mais ce n'était pas le moment. Mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, ça risque de donner la violence. Alors, par contre, pour le 5 juillet, alors là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. D'abord parce que les témoins étaient vivants. Il n'en reste plus grand-chose. Mais ceux qui ont écrit sur le 5 juillet, c'est surtout les nostalgériques, comme c'est si bien dit par Alain Ruscio, sont les nostalgériques, parce que c'est tout ce qu'ils ont retenu de
bon, moi je suis contre cette idée de 132 ans de colonisation. 132 ans d'occupation d'Alger, pas de l'Algérie. Ou sinon on ne comprend rien à l'Énergie. Mais de ce siècle de colonisation. Sinon on ne comprend rien. Voilà pourquoi le gros débat reste celui de l'écriture de l'histoire et de la place de la mémoire. Le dernier des derniers mots, quand on parle chez nous de l'écriture de l'histoire, c'est l'histoire de la guerre de libération. Avant, on n'en parle pas. Merci. Gardons espoir. Gardons espoir, excusez-moi, dans la perspective. C'est vrai que vous avez bien situé un peu le débat, certaines questions d'enseignement, des paroles des historiens. Donc, mais ça viendra. Donc, si on s'inscrit dans la perspective, on va débroussailler un peu arriver. Donc, nous sommes dans un processus de construction de l'État national. C'est pour cette raison que parfois on bute à certaines difficultés et de problèmes de génération. Mais j'avoue que maintenant il y a beaucoup de travaux donc, faits par le département d'histoire en arabe, donc des thèses doctorales, des mémoires de master aussi. Et puis il y a le travail, on donnera la parole à une chercheuse du CRAS, le travail qui a été fourni par le CRAS, un travail considérable donc, en matière d'écriture de l'histoire, de recherche historique. Donc vous êtes, donc, M. Makaza, vous êtes les pionniers, donc vous avez déjà fait beaucoup de chemin et la génération de montante, on espère qu'elle s'inscrit dans la même donc sans tarder, j'invite M. Hugo à prendre la parole. À vous de choisir. Comme je ne suis pas très grand, je préfère rester assis. Bonjour à tous. Lorsque les amis du CRASC m'ont invité à prendre la parole devant vous, je me suis posé une question. Que vous dire? Évidemment ne pas vous parler de l'histoire de la colonisation française en Algérie, ni de votre guerre de libération, dont je ne suis pas un spécialiste, surtout devant vous, mais par contre, essayer de répondre à cette question qui trotte dans beaucoup de têtes d'amis algériens, et y compris au sein de la communauté qu'on appelle d'origine maghrébine, en particulier algérienne, en métropole, cette question qui trotte, le peuple français a-t-il été, sinon complice, en tout cas passif devant la colonisation globalement, et en particulier devant les exactions de votre guerre faites durant votre guerre de libération. Et donc c'est à cette question que je voudrais vous répondre. À commencer par le fait que je crois qu'il faut que vous soyez bien conscient, et peut-être enfonçais-je des portes ouvertes, il faut que vous soyez bien conscient du poids qu'a pu avoir dans la société française ce que l'on a appelé le parti colonial. Le parti colonial qui a été justement décrit par notre collègue et très, très, très vénéré professeur Charles-Robert Ageron, n'était pas un parti structuré, ce qui n'a pas empêché d'être diablement efficace et convaincant. Je crois qu'il faut bien voir cela. Toutes les générations, d'abord, première affirmation, la colonisation française, c'est avant le 1er novembre 54, c'est 124 années. 124 années, c'est 5 générations à la louche. 5 générations de Français ont été soumis à un véritable, on pourrait dire, bombardement idéologique. Dès l'enfance, les enfants des écoles, dès la création d'écoles publiques d'ailleurs, ont été soumis à des thèmes qui étaient l'inégalité des civilisations, l'inégalité des races. Le mot race était employé couramment dans son sens le plus abject, qui nous paraît abject aujourd'hui, qui à l'époque était dans la nature des choses. L'inégalité des races, des civilisations, la mission civilisatrice de la France, le bonheur des indigènes d'avoir été colonisés par la France, tous ces aspects-là étaient martelés aux enfants des écoles et ensuite aux adultes.
Regardez la grande presse dite populaire qui est encore aujourd'hui accessible, par exemple sur le site de la Bibliothèque nationale, Gallica. Regardez les reportages d'un grand nombre d'intellectuels, des reportages sur place, et vous constaterez qu'il y avait véritablement, en quelque sorte, le français moyen était littéralement assailli par l'idéologie coloniale. J'ai parmi, puisque vous avez eu la gentillesse de citer certains de mes livres, il y en a un autre que vous ne connaissez peut-être pas, qui est une anthologie de la chanson française, chanson coloniale française. Bon, c'est un angle d'observation peut-être assez particulier, et je suis parti du principe que c'est un art populaire qui était destiné à dire en 3 minutes l'essentiel à des millions de personnes. Eh bien, tous les chanteurs français du XXe siècle, on va dire, peut-être sans doute certains de la fin du XIXe, ont chanté des chansons racistes, à commencer par des gens qu'on aime bien par ailleurs. Bon, Bourvil, Fernandel, Édith Piaf, je suis à votre disposition pour vous donner les titres. Donc ça rentrait dans l'esprit et quand j'ai fait ce livre, juste pour l'anecdote, quand je parlais à des gens qui étaient plus vieux que moi et qui avaient connu cette période, et ils me disaient: sur quoi tu travailles en ce moment? Sur la chanson. Ah oui, Maton Kiki, Maton Quinoise, à la cabane bambou, c'est nous les Africains. Voilà les chansons qui revenaient spontanément sur les lèvres ce qui prouve vraiment que les choses allaient être très loin. Les expositions coloniales, on parle toujours de celle de 1931, qui, entre parenthèses, a été la seconde, par la participation, la seconde de toute l'histoire française. Pour le savoir, après celle de 1900, l'exposition universelle. L'exposition coloniale du 31 a vendu 33 millions de billets. Donc ça veut dire que des gens y allaient plusieurs fois, puisqu'il y avait à peu près 45 millions de Français à l'époque. Et donc il y a eu véritablement... Bon, premier aspect, donc le parti colonial et l'imprégnation. Et le deuxième aspect, mais ça vous en êtes évidemment et malheureusement conscient, c'est la spécificité du racisme anti-arabe. On dit anti-arabe pour aller vite, anti-maghrébin si vous voulez, anti-africain du Nord comme on disait à l'époque. Spécificité, ce racisme était le racisme le plus... Ils sont tous abjects. Mais il y avait une sorte de graduation, si vous voulez. Le racisme anti-noir était le racisme paternaliste, bon enfant. Il y a mon Banania, ils sont pas très méchants, ils sont pas malins non plus, mais enfin, ils sont tout juste bons à fournir de la chair à canon, etc., etc. Le racisme anti-jaune, anti-vietnamien en particulier, était un racisme plutôt de méfiance. Ces gens-là sont fourbes, on ne peut pas s'y méfier. Mais le racisme anti-maghrébin était un racisme d'agressivité. Vous ne pouvez pas imaginer, et je ne veux pas vous le répéter ici, le nombre d'insultes racistes qui étaient, mais du quotidien. Regardez par exemple, puisque je parle de quotidien, regardez le quotidien d'Alger, qui est numérisé sur Gallica également. Moi j'ai cherché un mot que je vais vous dicter pour ne pas le prononcer, B-I-C-O-T, vous connaissez ce mot affreux. Eh bien ce mot était imprimé par le quotidien d'Alger, naturellement, pratiquement, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, tous les 15 jours. Et ça veut donc dire que dans la vie quotidienne, c'est encore plus imprégné. Alors face à cela, il y a eu bien sûr des réactions anticolonialistes. Certaines étaient d'ailleurs très précoces. Je pense par exemple à quelqu'un que les collègues historiens algériens connaissent forcément, qui en plus était et un noble et un commandant, qui avait donc tout pour être plutôt du côté colonialiste, qui s'appelait Pélissier de Reynaud, que vous connaissez. Il a écrit en 1836 des textes tout à fait prémonitoires, en disant à sa hiérarchie, en disant aux politiques français, si vous ne modifiez pas immédiatement vos comportements et votre répression, et votre racisme, eh bien vous serez, un jour ou l'autre, vous perdrez l'Algérie. Voilà, c'était un député comme Desjobert, par exemple, totalement oublié aujourd'hui, dont il faudrait relire les livres disaient la même chose, etc. Et puis ensuite, il y a eu effectivement des grandes voix, Gide en Afrique occidentale française, Malraux en Indochine, etc. Et puis les courants politiques, les anarchistes avant 1914, la grande voix de Jaurès avant 1914, les textes de Jaurès dénonçant la conquête du Maroc, par exemple, ce sont des textes extrêmement eux aussi prémonitoires. Et puis le Parti communiste français, sur lequel j'ai fourni
un livre assez épais. Il avait besoin d'être épais parce que justement il y avait tellement de circonvolutions et tellement de nuances à apporter que c'était pas un anticolonialisme à l'état pur, mais en tout cas c'était la force politique française qui s'est le plus affirmée dans la dénonciation du colonialisme. Mais tout ce que je viens, ne pas oublier les historiens contemporains de la colonisation. Je pense en particulier à Marcel Emmerich, qui est aujourd'hui, hélas, oublié en France totalement. J'espère qu'en Algérie, il est lu. Marcel Emmerich, dans ses articles, par exemple, sur l'état de l'Algérie en 1830, a totalement un contre-courant de la vulgate colonialiste, disant que c'était un pays sauvage, un pays à conquérir, un pays à civiliser. Charles-André Julien, bien sûr, en était question. Donc tout ça pour vous dire que, peut-être, je vais essayer d'arriver assez vite à la conclusion, tout ça pour dire que en 1954, lorsque François Mitterrand et Pierre Mendès France, deux gloires de la gauche française, vous comprenez l'ironie de la formule, quand Mitterrand et Mendès France disent « l'Algérie c'est la France », et Mitterrand ajoute « la seule négociation c'est la guerre », vous connaissez cette citation du 8 novembre 1954, il n'a pas perdu de temps, ils disent, alors peut-être pas la négociation c'est la guerre, mais l'Algérie c'est la France, ils disent ce que pense l'immense majorité des Français. Il y a trois départements français qui n'ont aucune raison de se révolter. Est-ce qu'il y a une révolte dans les côtes du Nord? Est-ce qu'il y a une révolte en Ille-et-Vilaine? Est-ce qu'il y a une révolte dans les Bouches-du-Rhône, etc. Donc c'était véritablement profondément, ça avait profondément pénétré les esprits et de ce fait les comportements. Donc ne pas être trop sévère avec nos aïeux qui n'ont pas immédiatement compris que cette guerre elle était naturelle et que cette insurrection était naturelle. Et cet aveuglement est d'autant plus étonnant, et je n'aurai jamais eu l'occasion de citer également l'Indochine. Ce comportement est particulièrement étonnant puisque 1er novembre 1954, c'est 6 mois après Dien Bien Phu, 6 mois après la victoire des guerriers roses de Diap et dirigés par Ho Chi Minh contre le colonialisme français. Mais en tout cas, c'est la constatation que je fais. Alors, bien sûr, là aussi, il y a eu des voix protestataires isolées. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin, on a tous en tête les noms de ces grands militants et de ces grands intellectuels. Beaucoup. Ne pas oublier non plus ce que j'appelle les militants de l'ombre, les militants modestement dans les militants en particulier communistes, parce que c'était quand même eux qui fournissaient le gros des bataillons pas des manifestations, on a eu très peu d'ailleurs, en tout cas de la protestation anti-guerre. Ne pas oublier les militants syndicalistes au sein de la CGT, par exemple. Ces gens-là faisaient un travail modeste de tentatives de conviction du voisin d'atelier, ou en buvant un café le matin en dénonçant le racisme, ou dans un repas familial en disant au cousin qu'il était en train de dire des bêtises, etc. Bon, c'est un travail qui a eu son importance, encore une fois de fourmi. Mais là aussi, la censure a été énorme. Je parlais ce matin de la protestation au moment de la monarchie de juillet. Je reviens à ça. Pendant la monarchie de juillet, contrairement à ce que peut-être beaucoup ici pensent, l'opinion française a été informée, par exemple, des enfumades. Il y a des débats à la Chambre des députés pour dénoncer les enfumades. Ce ne sont pas des anticolonialistes, ce sont des humanistes, qui sont partisans de l'Algérie française, mais qui protestent contre la violence. Donc il y a eu ça, il y a beaucoup de grands noms. Il n'y a pas eu la même chose pendant la guerre d'indépendance. Bien sûr, les députés communistes, excusez-moi l'expression, gueulaient, mais ils étaient quand même très isolés. Et puis il y a le phénomène de la censure. La censure s'est portée contre, alors d'une part pour la mise quasiment en clandestinité des militants les plus actifs, et je pense aux porteurs de valises, je pense au réseau Janson, tous ces gens-là, je pense à l'équipe de Vidal-Naquet autour de témoignages et documents, mais également contre la grande presse. L'Humanité a été saisie une trentaine de fois pendant la guerre d'indépendance. L'Express, qui était beaucoup plus à gauche que l'Express d'aujourd'hui, l'Observateur ont été. Donc, tout ça pour dire que le cheminement vers l'acceptation de la perte, finalement, dans l'esprit des gens,
de l'Algérie, ce cheminement a été très lent et peut paraître aujourd'hui a posteriori trop lent. Mais j'ai essayé d'expliquer les conditions dans lesquelles cela s'était produit. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Radov. Shukran, bonsoir. Moi, je vais être bref pour laisser un peu le temps de débat et pour ne pas monopoliser la parole. Et je vais directement à la question comment je suis venu à m'intéresser aux disparus et surtout aux victimes de l'OS à Oran. Il y a le 15 mars dernier exactement, les jeunes historiens du CRASC ont organisé une table ronde intéressante sur lieu de mémoire, lieu de torture à Oran. Et ça a été un bon thème pour parler justement sur ces lieux de mémoire et lieux de torture qui ont jalonné la région d'Oran, je ne dirais pas que la ville d'Oran, de 1954 jusqu'en 1962, et même au-delà. Donc, longtemps j'ai travaillé aux archives de la Wilaya, aux archives communales, sur les archives de l'histoire municipale, plus exactement de l'urbanisme. Et un jour, je me suis intéressé aux victimes de l'OAS. Et ma seule source, c'était la presse locale, en l'occurrence l'Écho d'Oran et Oran républicain. Je n'étais pas très satisfait. Il y avait beaucoup d'informations, mais pas tout à fait complètes. En raison, d'ailleurs, de la censure militaire qui a été imposée, et surtout du professionnalisme des journalistes. Donc j'ai voulu donc savoir, est-ce qu'il y avait une autre source plus fiable, plus riche, qui pourrait me renseigner, m'indiquer, me donner des renseignements sur les victimes de l'OAS. Et là, mon compagnon de route et mon acolyte, Fouad Soufi, qui était à l'époque aux archives de Wilaya, je me dis qu'aux archives de Wilaya, il n'y a pas grand-chose pour l'état civil, sauf pour les registres qui vont de 1930 à 1980, donc il n'y a pas grand-chose sur la Révolution. Donc je me suis rebâti sur les archives communales. Et plus exactement sur les archives de décès. Les archives de décès, j'ai commencé d'abord à partir de 1954. Plus exactement 1956, avec les guillotinés. Est-ce que les guillotinés, je me suis posé la question, est-ce que les guillotinés étaient inscrits dans le registre des décès? Effectivement, oui, ils étaient enregistrés. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui m'a présenté une de ses tantes. Je suis charmant de dire la sa tante était la nièce de Bouali Miloud, qui est venue à partir de là. Bouali Miloud, je vous rappelle, c'est un Algérien tirailleur qui a tiré sur le général Giraud, à Moustaganem, lorsqu'il était en résidence surveillée. Et il l'a raté. Il a été quand même jugé, condamné à un jugement expéditif et condamné à mort. Et il a été exécuté. Et sa nièce me disait, lorsqu'il a été fusillé, on m'a apporté ses vêtements, je les ai lavés. Pour vous dire que les militaires n'étaient pas guillotinés. Ils étaient fusillés. Ils passaient par un peu de temps d'exécution. Donc, je voulais savoir si, puisque Bouali Miloud a été exécuté à Oran, est-ce qu'il y a trace de son exécution dans l'état civil? Et effectivement, oui. En 1945, il y a Bouali Miloud, et avec la déclaration du greffier militaire, donnant la date, mais n'indiquant pas le motif du décès. Mais lorsqu'on voit que c'est un greffier militaire, on comprend vite que c'est une exécution. Et je fais pour les guillotinés de 1956-57, surtout 57. Et là, j'ai relevé leur nom, et effectivement, ils étaient inscrits. Bon, puisque les guillotinés sont inscrits, donc les victimes de l'Ouest, elles aussi, elles sont inscrites. Alors là,
à partir de 1961, là où il y a eu les premiers attentats de l'OS contre les Algériens et contre les Européens et contre tout le monde d'ailleurs, contre tout ce qui n'était pas d'accord avec l'OS, il n'y avait pas que les Algériens, mais la majorité était algérienne, et on trouvait, mais c'est une hécatombe, une véritable hécatombe. Et là, j'ai passé une vingtaine d'années à travailler sur les archives municipales, avant que je sois maire de rang. Quand même, je passais tous les week-ends, mes congés, je les passais à la mairie, dans les archives, à tel point que j'étais connu de tout le monde d'ailleurs, et en train de prendre, et avec le confinement, j'ai repris le dossier, et j'ai dressé tout un tableau sur le plan informatique, et maintenant j'ai une liste des attentats de l'OS, rue par rue, quartier par quartier, maison par maison. Maison par maison. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à une autre question. Pourquoi la direction du Moudjahidine Roland et même du ministère du Moudjahidine n'ont pas une politique de stèle commémorative, comme ça s'est fait en France? En 1984, j'étais de passage à Paris, le 20 août 1984, et en sortant boulevard Saint-Michel avec mes enfants, j'ai vu que sur le boulevard Saint-Michel, il y avait non seulement les stèles commémoratives, mais il y avait aussi les jarres de fleurs qui étaient accrochées. C'était la date anniversaire de la libération de Paris. Je me suis dit, c'est formidable si on faisait ça avant. Mais c'est toute la vie qui va être inondée du jarre de fleurs. C'est pas possible. Et maintenant, grâce à Dieu, nous avons un travail que je pourrais présenter avec l'apport du CRAS, peut-être les mois et les semaines prochaines, sur le problème des stèles et sur le problème de cette classification des martyrs, des victimes de l'OS. Alors les victimes, il n'y a pas que les victimes civiles. J'ai travaillé aussi sur les victimes militaires. C'est sur la cinquantaine de jeunes appelés qui ont été assassinés par l'OS, et ça va du jeune appelé jusqu'au général de corps d'armée, le général Ginesté, qui a été abattu le 18 juin à l'hôpital Gaudens. Donc, et là, une cinquantaine de militaires de tout corps. La marine, l'artillerie, les CRS, les gendarmes. Et là, ça fait comment une banque de données assez intéressante. Et c'est comme ça. Et les disparus, là aussi du 5 juillet, je me suis intéressé aux disparus, mais c'est un peu difficile. La seule note que je voudrais vous en parler, c'était les victimes collatérales. Les victimes collatérales, pendant le 5 juillet, pendant tout Européen, celui qui avait un faciès européen était enlevé, était tué, enfin, j'en passe, et il y avait des victimes collatérales. Ces victimes collatérales, c'était justement les réfugiés politiques espagnols. Les réfugiés politiques espagnols qui ont fui l'Espagne franquiste se sont réfugiés en Algérie, dans la mêlée. Ils ont fait confiance aux Algériens, ils n'ont rien fait avec l'OS, ils n'ont rien à voir avec l'OS, ils ont été pris avec tout le monde, et ils ont été aussi massacrés. Donc il y a tout un travail maintenant à faire, avec des jeunes collègues ou avec des collègues, tout un travail. Moi, c'est un travail personnel, mais je ne peux pas le poursuivre tout seul. Donc j'ai fait appel à chercheurs pour continuer ce travail, et je vous remercie. Avant de commencer ma communication, je voudrais parler de deux questions très importantes pour cette rencontre. La première est celle des enfumades des grottes de Dahra qui ont causé la mort de milliers d'Algériens, de femmes, d'enfants et de vieux dans ces grottes asphyxiées à cause des enfumades causées ou ordonnées par les policiers. La deuxième question, c'est celle des disparus, que ce soit algériens ou français, amis de la guerre d'Algérie, qui ont été disparus à cause de leur patriotisme. Sachant que j'ai préparé dans mon magistère, mon mémoire de magistère était sur une personnalité historique, c'était sur l'étudiant Zadou Hassan, un étudiant algérien nationaliste qui assurait la coordination entre les cadres de la révolution algérienne au Caire, Paris et Alger. Il a été torturé
puis assassiné. Son corps a été jeté dans le Wadi d'Alger. Sa famille a souffert et a beaucoup lutté pour avoir des nouvelles de leur fils, mais en vain, ils n'ont rien reçu. Plusieurs rapports que j'ai consultés auprès de sa famille, dans les rencontres que j'ai fait avec son frère aîné, ils n'ont rien reçu jusqu'à maintenant. C'est une personnalité, comme plusieurs autres Algériens et Français, qui ont perdu la vie pour l'Algérie libre et indépendante. Revenons à ma présentation, c'est sur des œuvres qui ont été préparées au CRASC depuis les années 1995. Je vais commencer. Bon, c'est sur les sujets d'histoire traités par le CRASC pour la période de 1830 à 1962. Je voulais présenter tout d'abord la division socio-anthropologie de l'histoire et de la mémoire qui a comme mission mener des travaux de recherche et des études sur les conditions de fabrication du savoir historique, de la mémoire collective et les modalités de leur diffusion, la connaissance et la représentation du passé et la société algérienne de son environnement géopolitique et civilisationnel. Ça, c'est les domaines de recherche de la division, les axes de recherche et les thèmes de recherche. Pour le sujet que j'ai préparé, c'est des sujets d'histoire traités par le CRASC pour la période de 1830 à 1962. Le premier, c'était du professeur Hassan Al-Aoun, École, Histoire et enjeux institutionnels dans l'Algérie indépendante, édition CRASC, juin 1995. Ça, c'est la page de garde, c'est le sommaire. Le second, c'est celui de Ramar Carlier, entre le savant et le politique, la constitution problématique d'un champ historiographique autonome, le cas de l'histoire nationale du nationalisme algérien, édition CRASC, juin 1995. C'est la page de garde, le sommaire. L'historien Ramar Carlier évoque les thématiques suivantes: historiographie coloniale et histoire française de l'Algérie, altérité et altercation, la dépendance historiographique et la construction d'un champ autonome de l'histoire nationale. Décoloniser l'histoire, mobiliser l'histoire. Le remaniement historiographique des années 70 et l'esquisse d'une nouvelle histoire. Le prochain, c'est Redouane Riyad Tabet, De Gaulle et l'Empire colonial, cas de l'Algérie à la lumière des événements de mai 45, édition CRASC 1995, la page de garde, le sommaire. Et dans cette étude, l'auteur étudie la pensée politique coloniale du général De Gaulle et l'Empire, concept relatif à l'Empire, les discours de Brazzaville et de Constantine, la terminologie des patriotes algériens, les manifestations des 1er et 8 mai 45 en Algérie, déroulement succinct et signification du mouvement de 8 mai 45, répression et bilan. De Gaulle face aux événements de 8 mai 45 en Algérie, la responsabilité des autorités locales au niveau intermédiaire de la hiérarchie, la responsabilité du gouvernement français, et il termine par géopolitique et géostratégie du général de Gaulle face au 8 mai 45 en Algérie. Dans cette étude de 23 pages, l'auteur a étudié. Voilà. Le prochain, c'est celui de Hassan Al-Aoun, la place de l'enseignement de l'histoire de la guerre de la libération dans le cursus scolaire et les manuels algériens, édition CRASC, toujours 1995, la page de garde, le sommaire. Voilà. L'enseignement de l'histoire et la guerre d'Algérie dans le système scolaire algérien, la guerre d'Algérie à travers les manuels. Dans cette étude, l'auteur a essayé de situer la place réservée à la guerre d'Algérie 1954-1962 dans le système algérien d'enseignement. Ce travail est articulé sur 3 axes: l'organisation de l'enseignement de l'histoire et de la guerre d'Algérie dans le système scolaire algérien, la guerre d'Algérie à travers les manuels et quelques remarques d'ensemble. Le prochain, c'est celui de...
Je vais citer seulement les titres des ouvrages. Je vais être bref. Fouad Soufi, essai de lecture d'un événement fondateur le 1er novembre 1954. C'est celui dont il a parlé dans un instant. Hassan Ramoun, Histoire nationale et pratiques politico-identitaires, une lecture des manuels officiels en usage dans l'école algérienne. Hassan Ramoun, Mohamed Ben Salah, Images, mémoire, histoire, les représentations iconographiques en Algérie et au Maghreb, Crasque 2007, la page de garde. Dans ce travail, représente les actes du colloque international organisé par le CRASC le 28 et 29 février 2004. Le prochain, c'est celui de Ounas Siali Tangour, Histoire contemporaine de l'Algérie, nouveau projet. L'autre, c'est Les indépendances au Maghreb, qui était le fruit d'une collaboration scientifique entre le CRASC et l'IRMC. Cet ouvrage collectif se caractérise par sa volonté d'offrir une visibilité aux travaux de jeunes chercheurs parmi lesquels figure 5 doctorants. Un autre travail, Ounas Siali Tangour, Histoire contemporaine de l'Algérie, préface de René Galissot, Nouveaux objets, édition CRASC, 2010. Il y a aussi de nouveaux ouvrages tels que celui de Hassan Ramoun, Dictionnaire du passé de l'Algérie, de la préhistoire à 1962, qui était très intéressant par les travaux qui ont été fournis dans ce dictionnaire. L'objectif de ce véritable dictionnaire de l'Algérie est d'offrir aux chercheurs, mais aussi au grand public, une lecture à la fois historique, anthropologique et culturelle de l'Algérie des origines jusqu'à 1962. Celui de Sadr Ben Qada, Oran 1732-1912, essai d'analyse de la transition historique d'une ville algérienne vers la modernité urbaine, qui était une thèse de doctorat qu'il avait soutenue le 16 juin 2008. Il est très intéressant par les textes et les annexes. Pour Insaniette, il y a plusieurs numéros très importants sur l'histoire d'Algérie. C'est une présentation de la revue Insaniette. Le numéro 25-26, l'Algérie avant et après 1954. Il y a celui de l'Algérie en 1962. L'Algérie et les Algériens sous le système colonial, approche historico-historiographique, numéro 65-66 2014. En plus de plusieurs ouvrages qui sont en préparation par les chercheurs du CRASC. Pour M. Soufi qui a dit qu'il y a peu de travaux sur l'avant-guerre, je lui réponds qu'il y a plusieurs travaux au niveau de l'université d'Oran qui sont préparés par des étudiants, encadrés par les professeurs de l'université. Plusieurs thématiques, plusieurs thèses de doctorat ont été soutenues répondant aux thématiques de l'avant-guerre de l'Algérie. Merci beaucoup.